Merci d'être avec nous dans le Quai des Savoirs de Toulouse, dans le cadre de la 12e édition de Futurapolis Planète. Je vous rappelle, je vous informe que vous pouvez poser vos questions au terme de cette séquence en allant sur menti.com et en entrant le code 5602 35 04, tout simplement en flashant le QR code. Alors on a appelé cette table l'endométriose après le déni face à l'action, autrefois totalement méconnue. L'endométriose a désormais droit de cité dans les médias grand public, dont le nôtre. Notre invitée Élodie Chantala vous dira tout sur les nouvelles stratégies de prise en charge des patientes et sur les perspectives de la recherche. C'est Romain Gonzalez, journaliste au Point, qui va modérer cet échange. On peut les applaudir, ils nous rejoignent. Bonjour Élodie Chantala, merci d'être avec nous. Vous êtes la chef du service de gynécologie du CHU de Toulouse. Tout d'abord, je voulais vous citer une patiente atteinte d'endométriose qui s'appelle Louane, que Le Point a interviewé hier, qui déclare qu'elle ressentait depuis son adolescence, même avant d'avoir eu ses premières règles, des coups de couteau au niveau du ventre. Est-ce que ce sont des symptômes ou est-ce qu'en tout cas c'est une intensité de douleur assez classique chez les patientes que vous avez ? Oui, tout à fait. En fait, l'endométriose se caractérise par effectivement un syndrome douloureux qui peut être extrêmement violent, qui peut être brutal et chronique, mais qui n'est pas tout le temps le cas. C'est ce qui caractérise aussi un peu cette maladie, c'est-à-dire la variabilité des symptômes. Justement, est-ce que c'est difficile avec cette variabilité des symptômes déjà d'établir un diagnostic, parce qu'on parle beaucoup de femmes en situation d'errance diagnostique pendant des années, et est-ce que c'est aussi difficile, entre guillemets, de les conseiller et de leur apporter une solution précise quand on voit on va dire l'immensité des différents symptômes ? Oui, effectivement, une des caractéristiques également de la maladie, c'est la difficulté au diagnostic. C'est-à-dire qu'on caractérise la maladie par une certaine errance diagnostique. C'est-à-dire que les patientes, elles mettent souvent 7 à 10 ans avant d'être diagnostiquées du fait de cette variabilité des symptômes. Donc effectivement, il y a des patientes qui peuvent avoir des douleurs intenses, d'autres un peu moins. Et surtout, la variabilité des symptômes dans leur localisation anatomique est extrêmement prononcée également. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire pour les femmes qui ne seraient pas touchées par l'endométriose et les hommes présents ici, dans quel endroit se situent, entre guillemets, les douleurs et dans quel endroit on peut voir apparaître l'endométriose ? Parce que c'est ça qui peut être assez surprenant pour les gens qui ne connaissent pas vraiment cette maladie. Alors souvent, l'endométriose, on y pense parce que ce sont des patientes qui ont mal au ventre de façon pathologique, c'est-à-dire que ça empêche d'avoir une vie sociale correcte, ça empêche d'aller au travail, ça empêche d'abord d'aller à l'école. Et donc, c'est des douleurs qui surviennent au moment des règles, principalement. Donc, on appelle ça des douleurs cataméniales, mais c'est aussi des douleurs qui peuvent survenir en dehors des règles. Et ça, on le voit souvent sur l'installation un peu chronique de la maladie. Alors, on a mal au niveau du ventre, du bas-ventre, du pelvis, mais l'endométriose, ça peut se localiser partout dans le ventre et même à l'extérieur. Et donc, effectivement, les patientes, elles peuvent se plaindre de douleurs sous-costales, elles peuvent se plaindre de douleurs du ventre, elles peuvent se plaindre de douleurs à irradiation diverses. Et donc, c'est ce qui rend difficile de penser à cette maladie. Justement, vous avez beaucoup de patientes qui ont pris plusieurs années, voire des dizaines d'années avant de venir vous voir, en ayant des douleurs parfois localisées à des endroits un peu inattendus, ou tout simplement en ayant eu parfois des médecins généralistes et des gynécologues assez peu, on va dire, attentifs ou ouverts à ces symptômes et à cette maladie. Oui, alors c'est vrai que cette maladie, on la connaît depuis plusieurs années maintenant, mais c'est vrai que très peu de patientes, mais aussi de praticiens étaient formés à cette maladie et donc finalement par cette méconnaissance, souvent on passait à côté du diagnostic et donc d'où cette errance diagnostique. Aujourd'hui, grâce effectivement à la mobilisation, notamment effectivement ministérielle, mais aussi publique, cette maladie est beaucoup plus connue. Donc aujourd'hui, je crois que chaque praticien pense et chaque patiente aussi pense à se dire mais est-ce que ce ne serait pas l'endométriose ? Est-ce que ça fait partie du parcours aujourd'hui de la formation classique des médecins en fac de médecine, l'endométriose ? Parce que j'imagine que c'est assez récent et que les médecins peut-être qui ont aujourd'hui une quarantaine d'années n'ont pas forcément été formés à ça. Bien sûr, alors aujourd'hui effectivement elle fait partie du programme.
Alors, pas dans toutes les années, mais dans une année de médecine, ça fait partie du programme, mais pas qu'en médecine, au niveau paramédical également. Mais évidemment, on voit aujourd'hui que ça ne suffit pas. Donc, l'idée, c'est de travailler tous ensemble, tous les praticiens ensemble, et notamment en réseau de soins. Et ce sont les directives ministérielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a organisé les soins en réseau pour que chaque patiente soit adressée à des praticiens en fonction de la gradation des soins. C'est-à-dire qu'une patiente à qui on pense à diagnostiquer de l'endométriose, on va l'envoyer à un médecin généraliste formé par l'endométriose ou à un gynécologue ou à une sage-femme qui va essayer de diagnostiquer la maladie. Si la maladie est importante ou effectivement qu'elle nécessite des soins plus avancés, alors on l'adressera à un praticien peut-être un peu plus expert dans la pathologie. Et c'est ça le réseau de soins, c'est vraiment adresser la patiente là où elle doit être adressée au praticien en question. Et donc ce réseau de soins, il vient de se créer en Occitanie et donc il s'appelle Endoccitanie. Et donc, j'espère que ça améliorera grandement la qualité de vie des patientes atteintes. Vous avez utilisé comme phrase « essayer de diagnostiquer la maladie ». Est-ce que c'est facile de poser le diagnostic? On l'a vu, vous avez parlé d'errance thérapeutique. Ou au contraire, étant donné le fait que c'est peut-être plurifactoriel ou que ça se situe dans des endroits du corps différents, c'est assez difficile que ça doit être confirmé par une URM pour des techniques spécifiques? Effectivement, ça reste difficile parce qu'aujourd'hui, plusieurs examens nous aident à diagnostiquer l'endométriose. Alors déjà, c'est vrai que l'interrogatoire, les événements de vie de la patiente nous orientent. Alors les échographies pelviennes faites par des médecins référents de l'endométriose nous aident à diagnostiquer l'endométriose, mais également l'IRM. L'IRM, c'est un examen d'imagerie qui nous aide grandement à diagnostiquer l'endométriose, mais qui a une sensibilité imparfaite. C'est-à-dire qu'une patiente qui serait atteinte d'endométriose peut aussi avoir une IRM normale, ce qui est très rare, mais ça peut arriver. Vous voyez, donc on n'a pas encore de test diagnostique vraiment extrêmement fiable, si ce n'est finalement une opération pour être certain ou pas qu'il y ait de l'endométriose. Est-ce que vous menez des opérations auprès notamment peut-être des adolescentes pour, entre guillemets, tout simplement leur apprendre et les sensibiliser à cette pathologie-là? Parce qu'on imagine que dans certaines familles, la discussion n'est pas forcément ouverte sur l'endométriose, parce que les parents ne sont tout simplement pas au courant. Et dans certains collèges, ça ne fait pas vraiment partie du cursus classique. Alors ça, effectivement, c'est vraiment un des projets de soins et de mise en place du réseau Endoccitanie, puisque ce réseau, en fait, fait collaborer de multiples spécialités c'est-à-dire beaucoup d'intervenants du public et du privé. C'est-à-dire qu'ils y associent les médecins du public, des CHU, mais aussi les cliniques privées. Et du coup, les pédiatres, les gynécologues, les médecins généralistes, des chirurgiens digestifs, urologues, tous ceux qui vont être finalement en contact avec cette pathologie et devoir intervenir dans cette pathologie. Et donc les pédiatres, effectivement, qui sont très impliqués dans cette pathologie, avec de nombreux projets de recherche en cours notamment, ont prévu effectivement de mettre en place ces programmes d'information. Parce que justement, auprès des pédiatres, l'endométriose, ça peut toucher des femmes qui sont âgées de quel âge, entre guillemets, au minimum? Alors, c'est toujours, je trouve, très angoissant, effectivement, de se dire, déjà, qu'on peut avoir de l'endométriose, et j'en profite pour essayer de faire passer le message qu'avoir de l'endométriose, ça ne gâche pas forcément la vie. En fait, si on n'a pas de douleur, si ça ne crée pas d'infertilité, l'endométriose, on la traite par le mépris, on ne s'en occupe pas. On ne va pas essayer de la diagnostiquer à chaque fois, effectivement. Effectivement, j'ai oublié votre question. Non, je vous demandais à partir de quel âge, entre guillemets, on voit apparaître des patientes, peut-être parfois très très jeunes aujourd'hui? Oui, alors de plus en plus, parce qu'aussi on s'intéresse à la pathologie. Alors l'endométriose, on peut la diagnostiquer chez des patientes de 18 ans, voire un peu moins. Mais attention, parce que la caractéristique des règles chez les patientes assez jeunes, notamment sur l'installation des règles, elles peuvent être très douloureuses sans qu'il y ait forcément d'endométriose. Justement, vous évoquez la question de la douleur et la question des règles. J'imagine que vous faites souvent face à des patientes ou à des couples qui consultent ensemble, qui pendant des années se sont tus ou ont un peu serré les dents, entre guillemets, parce qu'on leur a dit qu'après tout, c'était des douleurs liées aux règles plutôt. J'imagine que c'est un cas classique. Comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, lutter contre cette confusion-là? J'imagine qu'auprès de la grande majorité de la population, ces douleurs sont assez comparables. Oui, bien sûr. Alors, par la formation et donc la connaissance, la communication, et donc des événements comme celui-ci servent à informer le grand public, la population, les praticiens. Et puis, pour aller plus loin, c'est aussi le rôle de ce fameux réseau de former finalement les praticiens à cette bonne connaissance. Parce que c'est vrai qu'il y a cette fameuse génération un peu sacrifiée où on ne connaissait pas la maladie. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'endométriose, elle peut se poser partout dans le corps. Et donc, elle peut se poser notamment au niveau du diaphragme.
diaphragme, c'est la partie musculaire qui sépare l'abdomen du thorax. Et en fait, cette partie-là, elle est innervée par un nerf qui passe dans l'épaule et dans le cou, qui s'appelle le nerf phrénique. Et donc, quand on a une lésion du diaphragme, on a des douleurs de règles qui se projettent au niveau de l'épaule. Donc, quand vous avez une patiente qui va voir son médecin traitant en lui disant vraiment j'ai très mal à l'épaule quand j'ai mes règles, celle-ci, on n'a pas été chercher vraiment l'endométriose, mais aussi par méconnaissance. Et je crois que c'est notre rôle finalement de médecins qui prennent en charge l'endométriose de former les praticiens à cette connaissance. Et on en est où aujourd'hui, justement? Est-ce qu'on est aux prémices, au balbutiement? On est au milieu du gué? Vous sentez que ça prend chez les professionnels? Vous revenez souvent sur le terme de réseau, donc cette mise en réseau qui semble importante. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore possible qu'une patiente aille voir son médecin généraliste ou sa gynécologue, j'imagine c'est de moins en moins possible, qui disent allez, c'est normal, c'est des règles douloureuses? Alors, évidemment que ça peut être possible, mais beaucoup moins aujourd'hui grâce à la mobilisation, encore une fois, des services publics et surtout des associations de patientes qui ont été extrêmement actives dans la mise en place de ces projets et la connaissance de cette maladie. C'est devenu extrêmement rare, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on voit arriver dans nos consultations des patientes qui ont été diagnostiquées assez tôt ou au moins chez qui on s'interroge. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on voit un peu l'inverse, c'est-à-dire que il y a beaucoup de patientes qui ont des douleurs abdominales et on se dit c'est sûrement de l'endométriose et c'est pas le cas, mais c'est pas grave, vaut mieux que ce soit un peu comme ça au départ et puis à nous finalement de créer ce réseau pour remettre chaque patiente dans la bonne case, vous voyez. On n'a pas parlé de deux aspects. On a dit que ça se disséminait dans le corps, mais ça prend quelle forme? C'est un tissu particulier. Et le deuxième aspect, c'est la statistique. Combien est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'on a des statistiques fiables pour dire combien de femmes sont touchées par cette maladie? Alors aujourd'hui, on dit qu'il y a 10% des femmes qui seraient atteintes d'endométriose. Alors, toutes n'ont pas de douleur, vous voyez, mais pour la plupart, c'est quand même le cas. Et puis finalement, la douleur, et notamment l'altération de la qualité de vie que ça va engendrer, est vraiment très variable d'une patiente à l'autre. Donc, c'est vraiment à peu près le chiffre qu'on émet sur cette maladie. Et sur la maladie en elle-même, ça se manifeste par quoi quand c'est... En fait, si vous voulez, c'est de la muqueuse qui se trouve à l'intérieur de l'utérus, c'est de l'endomètre qui s'écoule pendant les règles, notamment par des saignements vaginaux. En fait, cet endomètre, il reflue par les trompes lorsque les femmes ont leurs règles. Et ça, c'est un phénomène qu'ont quasiment toutes les femmes, ce phénomène de reflux tubaire. Et chez 10% d'entre nous, ce reflux tubaire chargé de cette fameuse muqueuse qui se dépose n'importe où dans le ventre, normalement, en fait, c'est réabsorbé, ça disparaît, et puis il y a un nouveau cycle. Et en fait, chez 10% d'entre nous, cet endomètre, il va persister, s'implanter, voire se disséminer, et c'est ça les lésions d'endométriose. En fait, c'est de l'endomètre qui se retrouve à l'extérieur de l'utérus. Et donc, ces lésions qui se retrouvent à l'extérieur de l'utérus, à chaque fois qu'on a nos règles, et ben en fait, c'est comme si on avait nos règles à l'intérieur du ventre, c'est-à-dire ça saigne à l'intérieur du ventre. Donc ça fait mal pendant les règles. Parce qu'il reste connecté, ce résidu d'endomètre? Oui, c'est ça. En fait, ça forme une lésion d'endométriose. C'est ça la lésion. Et donc, au fur et à mesure du temps, cette lésion qui saigne plus, elle va cicatriser en rétractant tout ce qu'il y a autour. Et donc, on a une espèce de mobilisation et de perte de l'anatomie normale chez la femme qui fait que cette perte d'anatomie, ces rétractions fibreuses, elles sont constantes. Et c'est pour ça que la douleur, elle devient finalement constante, voire elle est présente en dehors des règles, vous voyez. Est-ce qu'auprès de certaines patientes, on voit tout simplement disparaître la douleur au fil de l'âge, on va dire une sorte de désensibilisation à la douleur ou tout simplement de disparition de l'endomètre dans le corps? Alors, c'est vraiment effectivement extrêmement variable d'une patiente à l'autre. Il faut vraiment se dire qu'il n'y a pas de généralité, mais c'est assez rare que l'endométriose disparaisse seule. Maintenant, effectivement, la douleur peut vraiment évoluer en fonction de la vie génitale des femmes. C'est-à-dire, elles peuvent avoir certaines douleurs avant, par rapport à une période génitale de leur vie, avant la grossesse. Et puis, la douleur peut être un peu différente derrière. Et par contre, à la ménopause, puisque cette maladie, en fait, une fois qu'elle est installée, dépend de la sécrétion hormonale ovarienne. Donc à la ménopause, souvent elle s'éteint. La ménopause, c'est vraiment l'arrêt de sécrétion hormonale des ovaires, donc l'arrêt de fonctionnement des ovaires. Et donc ça signe vraiment un peu le repos de la maladie, mais quelquefois elle peut persister à bas bruit. Est-ce que tout simplement votre service de gynécologie, est-ce qu'il est saturé tout simplement par des patientes atteintes d'endométriose? On voit qu'il est de plus en plus difficile d'avoir accès à de la médecine dite spécialisée au sens large. Est-ce que c'est aussi le cas pour la médecine gynécologique? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est saturé parce qu'effectivement on n'a pas encore structuré l'adressage. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on voit arriver des patientes qui n'ont jamais encore testé de traitement hormonal et qui auraient pu le tester avec leur médecin traitant, qui aurait été informé effectivement de la prise en charge à faire
faire par cette endométriose. Donc encore une fois, ça tout reste à faire et c'est en très bonne voie, donc ça va s'améliorer. Et ce qui est difficile, c'est effectivement le délai d'attente pour avoir un rendez-vous qui est insupportable effectivement pour les patientes et pour nous aussi. Donc on essaie évidemment d'améliorer ça et c'est ce réseau de soins qui va permettre l'amélioration. Donc il y a notre service, mais il y a aussi les services des cliniques, les services des médecins généralistes qui sont effectivement un peu affichés comme prenant en charge l'endométriose, ou les sages-femmes ou les gynécologues médicaux. Donc vraiment, il reste à afficher beaucoup plus de praticiens. Je vois dans le public quelqu'un qui veut vraiment poser une question. Madame, je vous conseille d'envoyer un petit message à notre service de questions. On prendra votre question d'ici une dizaine de minutes. C'est promis, ça sera sans faute. J'ai une petite question sur l'organisation du CHU Toulouse et l'organisation des CHU en général. Est-ce que vous avez noté une forte évolution dans, on va dire, le côté interdisciplinaire de la prise en charge de l'endométriose? J'entends par là, au-delà du simple service gynécologique, on peut parler de prise en charge de la douleur, etc., d'un accompagnement beaucoup plus large. Oui, aujourd'hui, on a vraiment structuré les soins avec une prise en charge multidisciplinaire. C'est-à-dire que vraiment, la seule chose qu'il ne faut pas faire en prenant en charge cette maladie, c'est la prendre en charge seule. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est une prise en charge multidisciplinaire. La patiente, elle va avoir, comme j'ai dit, une altération de la qualité de vie qui va être sociale, mais qui va aussi être sexuelle, puisqu'il y a des douleurs pendant les rapports. Ça va être une altération de la vie globale chez la patiente qui va devoir être prise en charge par de la chirurgie, par des gynécologues médicaux, par des médecins qui s'occupent de la fertilité et puis par aussi des chirurgiens digestifs si ça touche effectivement le tube digestif, par des chirurgiens thoraciques, des chirurgiens urologues. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, dans effectivement les différents centres experts de cette pathologie, il y a une vraie collaboration multidisciplinaire et quelquefois, on peut même afficher plus de 10 équipes qui prennent en charge cette pathologie. Donc aujourd'hui, on a des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire avec des radiologues experts. Et je cite pas tout le monde, mais où tout le monde, finalement, comme en cancérologie, décide de la meilleure prise en charge pour la patiente. Élodie Chantala, ce retard à l'allumage dans la détection, la prise en compte de cette maladie, il est peut-être aussi, hypothèse de journaliste, quand même lié au fait que c'est une maladie qui affecte les femmes. Et on s'est dit, bon, ben, c'est un peu secondaire. On dit souvent en blaguant, on peut voir sur Twitter, si c'est les hommes qui avaient eu l'endométriose, ce serait réglé depuis 2 ans. Donc, première question, premier aspect, est-ce que ce retard à l'allumage a engendré un retard à l'allumage dans la recherche? Parce qu'on sait, on entend ça et là qu'il y a des pistes qui sont assez prometteuses, voire peut-être même qu'on aurait pu régler le problème avant. Donc voilà, 2 questions en une, c'est ma spécialité. Alors, oui, on peut commencer avec l'aspect, le fait que ce soit une maladie de femme et que donc ça a été un petit peu traité. Alors c'est difficile de répondre oui ou non à cette question. C'est vrai qu'aujourd'hui, avoir mal au ventre pendant ses règles, c'était un peu dans la normalité de la société. Et donc les femmes se sont battues. Et encore une fois, je remets à l'honneur les associations de patientes qui ont vraiment milité pour faire avancer cette pathologie. Et je crois si on en est là, c'est beaucoup grâce à elles. Donc aujourd'hui, il y a aussi l'aspect judéo-chrétien de tu enfanteras dans la douleur. Il y a quand même l'aspect culturel de se dire bah, tu souffres. C'est pas grave, ça fait partie du fait d'être une femme. Alors, il y a eu quelques phrases comme ça, mais je crois que c'est pas du tout. Il ne faut pas en faire une généralité. Aujourd'hui, je crois que les médecins, les pouvoirs publics ont très vite compris que c'était une vraie maladie entre guillemets et qu'il fallait vraiment la prendre en charge. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une grande avancée. Il y a une grande avancée dans les accommodations professionnelles aussi. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui essaient de mettre en place, beaucoup d'entreprises qui essaient de mettre en place le télétravail, effectivement, pour les patientes. Aujourd'hui, on parle peut-être de jours finalement de congés entre guillemets pendant les règles. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'avancées. Il y a une entreprise toulousaine qui a mis ça en place, les congés menstruels. Oui. Non, je crois que c'est une très bonne chose parce qu'effectivement, aujourd'hui, encore une fois, même si on avance grandement dans la prise en charge de cette pathologie, on n'a pas toutes les armes thérapeutiques à proposer encore aux patientes. Donc, il y a une espèce de sensibilisation due à la douleur plutôt que l'inverse, on en parlait tout à l'heure. Donc, il y a des syndromes de sensibilité pelvienne qui font que les femmes ont des seuils de douleur abaissés, donc qui ont plus mal que finalement des patientes qui n'ont pas d'endométriose, et celles-ci, on a du mal à les rattraper. Donc, évidemment, que si on veut les garder dans leur environnement professionnel, si on ne veut pas qu'elles sortent du milieu social, il faut les aider, il faut aménager des choses. Et donc, il faut surtout, et effectivement, c'est ce que vous venez de dire, améliorer la recherche sur la endométriose. Alors, et cette recherche, elle en est où alors ? Alors, elle est très active. Et effectivement, moi, j'ai la chance de faire partie d'une équipe de recherche fondamentale à l'INSERM, dirigée par le docteur L'Enfant, qui vraiment travaille sur le récepteur aux oestrogènes, puisqu'on sait que cette maladie, elle est multifactorielle
aujourd'hui. Donc il y a de nombreuses équipes qui font de la recherche sur cette maladie. Et ce qui rend difficile la caractérisation et une meilleure compréhension, c'est, vous voyez, qu'aujourd'hui on sait qu'elle est liée finalement à la génétique, elle est liée aux oestrogènes, donc à cette fameuse sécrétion hormonale ovarienne. On sait qu'elle est liée à l'immunité, au microbiote. Il y a énormément de papiers qui sortent dessus. Et donc faire de la recherche sur cette maladie, ça serait faire de la recherche en incluant tous ces facteurs. Donc c'est ce qui rend vraiment difficile cette recherche, mais vraiment qui est lancée. Je crois que tout le monde en est très conscient et aujourd'hui, effectivement, de nombreuses équipes en France collaborent entre la chirurgie, la médecine, la recherche, où nous, vous voyez par exemple les prélèvements qui sortent du bloc opératoire, lorsqu'ils sont dans des protocoles de recherche, ils vont directement au laboratoire de recherche pour justement faire ces analyses sur ces fameux récepteurs aux oestrogènes. Donc on espère pouvoir proposer aux patientes des thérapeutiques plus ciblées, avec un peu moins d'effets secondaires, des chirurgies moins lourdes. Pour l'instant, effectivement, la chirurgie a toute sa place parce que on est dépassé effectivement sur les traitements médicamenteux qui sont quelquefois plus efficaces, qui marchent plus, et puis aussi pour essayer de booster la fertilité des patientes. Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut dire vraiment que cette meilleure reconnaissance de la maladie rend le diagnostic et la prise en charge vraiment plus aisée, même si, encore une fois, beaucoup de choses restent à faire. Est-ce que les patientes qui vous consultent viennent souvent en couple ou accompagnées? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez de ne pas vivre entre guillemets cette maladie toute seule? Parce qu'on évoque souvent des cas d'isolement social, des cas de rupture dans le monde du travail, du monde amical. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous insistez ou est-ce que vous voyez encore beaucoup de patientes débarquer sans leur conjointe, leur conjoint, leurs proches, de manière totalement solitaire? Oui, moi en tant que chirurgien, effectivement, je vois beaucoup de patientes seules et donc je leur conseille souvent de venir avec leur partenaire pour vraiment mieux aider à comprendre cette maladie, la souffrance éprouvée. Et du coup, moi, la dernière fois, j'ai une patiente qui me disait c'est terrible parce que voilà, quand arrive la douleur, je sens que je suis irascible avec mes enfants, avec mon conjoint. Et c'est vrai que je pense que c'est lié à une certaine incompréhension parce que c'est chronique. Donc évidemment, moi, je conseille vraiment de venir accompagner. Alors, par exemple, vous voyez, quand elles consultent pour de l'infertilité et de l'endométriose, elles sont forcément accompagnées. Donc ça dépend du type de consultation, je crois. Mais... Justement, dans le cas de l'infertilité liée à l'endométriose, est-ce qu'on a noté de gros progrès aujourd'hui ou est-ce qu'on en est toujours un peu au même état, c'est-à-dire une infertilité totale et définitive? Alors je crois que c'est presque le domaine où il y a eu le plus d'avancées parce qu'aujourd'hui on a pris la mesure de ce que c'était de ne pas s'intéresser à la fertilité dans l'endométriose et aujourd'hui on s'y intéresse très tôt, c'est-à-dire que c'est une question qu'on pose dès la première consultation, même si la patiente est très jeune. Alors c'est vrai qu'au début ça effraie, mais très vite elles sont rassurées puisque on leur dit qu'on regarde leur fertilité et donc on peut même congeler, vous voyez, des ovocytes, des gamètes femelles pour éviter de prévenir l'infertilité dans l'endométriose. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on regarde et dans nos fameuses réunions pluridisciplinaires, vraiment les médecins de la procréation médicalement assistée ont vraiment toute leur place et sont indispensables dans ces réunions. Et est-ce qu'on travaille beaucoup sur l'anticipation et la gestion de la douleur? C'est un grand sujet dans la médecine aujourd'hui, c'est-à-dire s'auto-évaluer dans la douleur qu'on est en train de ressentir afin de mieux, on va dire, tout simplement l'encaisser pour parler trivialement. Est-ce que c'est un grand sujet pour vous et est-ce qu'aussi on a noté de fortes améliorations dans la thérapeutique liée à la prise en charge de la douleur? Alors aujourd'hui, effectivement, les patientes qui ont de l'endométriose, elles sont orientées vers des médecins spécifiques de la douleur, c'est-à-dire que nous, on a créé vraiment même 2 consultations. Une consultation de la douleur qui entoure vraiment la prise en charge chirurgicale et le diagnostic de la maladie, et une consultation de la douleur qui est plus liée à la douleur chronique qui s'est installée et qu'on a vraiment du mal à résoudre. Donc il y a vraiment cet aspect médecin de la douleur, donc on remet des questionnaires de qualité de vie liés à la douleur et puis il y a toute la prise en charge finalement annexe, j'ai envie de dire, qui est extrêmement importante et encore une fois rentre ici tout le côté et l'aspect multidisciplinaire avec des sophrologues, des psychologues, des ostéopathes, des kinésithérapeutes. Vous voyez, ça c'est extrêmement important aussi dans la prise en charge globale de la maladie. Peut-être une dernière question qui fâche un peu plus avant de prendre les questions du public. Est-ce que vous tombez encore face à des confrères qui sont totalement hermétiques à la question de l'endométriose? Peut-être des hommes un peu plus âgés que nous autour de cette table? Moi, personnellement, non, mais c'est vrai que les patientes, j'ai quelques patientes, c'est assez rare, qui me disent de toute façon, on m'a dit l'endométriose, tu peux oublier, ça n'existe pas, ou c'est pas une maladie. Donc, je crois finalement que ça existe encore, mais les praticiens se font plus rares ou j'ai envie de dire plus discrets face à finalement la levée médiatique qui est extrêmement nécessaire dans cette maladie.
Enfin, une dernière question. Comment vous évaluez aujourd'hui les prochaines étapes dans le domaine de la recherche? Quelles seraient, entre guillemets, les nouvelles victoires face à l'endométriose? Est-ce que vous avez des sortes de points d'étape que vous visez au cours des prochaines années? En fait, je crois que comprendre pourquoi chez certaines patientes et certaines femmes, ce fameux endomètre s'implante, vous voyez, en dehors de l'utérus, et pourquoi chez d'autres, il ne s'implante pas. C'est-à-dire comprendre vraiment le mécanisme de la genèse de la pathologie serait extrêmement important et me mettrait peut-être moi, chirurgien, au chômage, mais je crois qu'effectivement, ce serait une énorme avancée dans la prise en charge de cette pathologie. Comprendre ces mécanismes-là permettrait aussi d'avoir des thérapies plus ciblées, vous voyez, dans la prise en charge thérapeutique. Avant de mettre les chirurgiens au chômage, on va prendre une petite question qu'on m'a déjà transmise. Madame, vous aviez levé la main tout à l'heure, donc on va prendre votre question en premier, je vous l'avais promis. Bonjour, Madame Bacala, je suis présidente de l'association Endométriose et douleurs neuro. Tout à l'heure, vous avez parlé de la définition de l'endométriose avec justement cet endomètre qui migre. Il me semble qu'aujourd'hui, l'INSERM a mis cette définition un petit peu au placard et précise que l'endométriose, ce sont des cellules semblables, qu'il y a aussi cette théorie métaplasique qui explique le développement dans l'endométriose. Est-ce que donner cette définition qui aujourd'hui, à mon sens, devrait être un petit peu mise à jour, c'est pas justement au grand public aujourd'hui pour informer les personnes, dire voilà, si ça vient des règles et que l'endométriose monte via les trompes, aujourd'hui il ne me semble pas qu'il y ait d'imagerie ou de choses vraiment concrètes qui justifient et qui expliquent que ça monte vraiment par les trompes. Voilà. Est-ce que c'est pas faire de la mauvaise information et faire qu'on n'aura pas les traitements parce qu'on se dit mais si ça migre, si ça monte, on prend la pilule et ça s'arrête. Sauf que dans certaines formes que vous avez précisées au niveau du diaphragme, dans certaines atteintes des nerfs, c'est vraiment important de comprendre ce qui se passe. Voilà. Élodie Chantal, une réponse? En fait, effectivement, ce reflux tubaire pourrait effectivement expliquer les localisations péritonéales à distance, finalement, comme ça se fait dans d'autres pathologies, notamment les pathologies ovariennes, puisqu'il y a cette migration qui se fait sur le péritoine. Et ça, c'est effectivement bien connu dans le monde scientifique et médical. Après, alors à ma connaissance, cette théorie n'a pas été mise au placard, puisque c'est la théorie la plus avancée. Mais il existe effectivement d'autres théories, comme les métaplasies, qui pourraient effectivement faire partie de cette explication à distance, et surtout en fait des migrations telles que dans les bronches, puisqu'effectivement on en retrouve dans les bronches. Donc ça, on ne sait pas du tout encore l'expliquer. C'est effectivement une des questions qui se posent. La seule localisation anatomique qu'on n'ait pas encore décrite, c'est dans le cerveau. Donc effectivement, cette théorie du reflux tubaire n'explique pas à elle seule ces mécanismes de migration, mais pour l'instant, c'est la théorie la plus avancée, puisque c'est celle qui revient vraiment dans les mécanismes de localisation anatomique. Donc encore une fois, au niveau de la recherche, tout reste à faire. Mais je crois que la vraie question, c'est de se dire, voyez, est-ce qu'une maladie qui touche les ovaires, est-ce que c'est la même maladie qui touche le diaphragme? Est-ce que c'est la même maladie endométriosique qui touche le tube digestif? Est-ce que la patiente qui a mal, c'est la même maladie que celle qui n'a pas mal? Vous voyez, je crois en toute humilité que tout reste à faire dans la recherche et que on peut encore une fois rien avancer et rien certifier dans la connaissance de cette pathologie. Principalement par rapport à la définition de l'endométriose, à part dans le cas de l'endométriose vraiment utérine, il ne me semble pas que ça soit de l'endomètre qu'on prélève. C'est des cellules semblables à de l'endomètre. Alors les lésions d'endométriose, effectivement, elles ont toutes les caractéristiques de l'endomètre. Mais ce n'en est pas. Pardon ? Ce n'est pas de l'endomètre. C'est des cellules autres que ça. Alors, des biologistes ont fait des papiers, on le caractérise en fait comme de l'endomètre ectopique, c'est-à-dire en dehors de l'utérus. Merci pour votre réponse. Je vous en prie. J'ai des fibromes et de l'endométriose avec de fortes douleurs chroniques au ventre. Mon gynécologue me propose une hystérectomie. Quels sont les effets secondaires de l'hystérectomie ? D'accord. Alors, effectivement, je ne suis pas là pour effectivement poser ou pas l'indication. Les effets secondaires de l'hystérectomie, quand elle est nécessaire, évidemment, j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas, décrit vraiment de façon importante. C'est-à-dire que retirer un utérus, quand c'est nécessaire, ça n'entraîne pas de symptomatologie particulière, ni au niveau de la sexualité, ni au niveau des douleurs post-opératoires. Que pouvez-vous nous dire du nouveau test salivaire ZIWIG?
Là, on est vraiment sur des questions très pointues. Oui. Alors, le test salivaire ZIWIG, c'est effectivement un test salivaire qui est en cours d'étude, où il y a eu une première étude qui était rétrospective, c'est-à-dire qu'on a pris des patientes qui avaient de l'endométriose et on leur a fait un test salivaire pour essayer d'identifier des micro-ARN, c'est-à-dire une signature moléculaire où on pourrait se dire, voilà, avec un simple test diagnostique, on peut se dire, ah ben oui, j'ai mal au ventre parce que j'ai de l'endométriose. Donc, effectivement, il pourrait y avoir de très bonnes indications. Et donc, ce test salivaire, il a été testé par une deuxième étude sur des patientes qui n'avaient pas d'endométriose et d'autres qui en avaient. Et donc, je ne vais évidemment pas révéler avant les publications les résultats précis, mais qui sont extrêmement prometteurs. Donc, ça pourrait nous aider dans le diagnostic, évidemment, mais ce n'est pas encore commercialisé. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de patientes qui demandent est-ce que c'est remboursé, est-ce qu'on peut l'utiliser? Pas encore. On entend souvent parler d'un lien entre le stress et l'endométriose. Le stress est un facteur de causalité, d'aggravement ou autre? Alors, effectivement, c'est à l'étude, hein, c'est à l'étude notamment chez le modèle animal. Donc, on a l'impression qu'effectivement, le stress pourrait être lié, mais pour l'instant, ce qu'on sait et ce qui est assez logique intellectuellement, c'est de se dire qu'effectivement, des conditions de stress peuvent rendre plus difficile à gérer la maladie endométriosique installée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des ateliers thérapeutiques pour de l'éducation thérapeutique pour essayer d'aider les patientes au mieux à gérer finalement le stress avec la maladie endométriosique. Pour exemple, une patiente qui sait qu'elle peut avoir une douleur, une crise douloureuse aiguë à n'importe quel moment de la journée, du coup, on apprend à gérer ce stress avec effectivement des techniques de prise médicamenteuse, quand, comment, avec des techniques de sophrologie et évidemment à essayer de mettre à distance ce stress et c'est pas toujours facile. Dans un contexte de réduction des coûts à l'hôpital, n'y a-t-il pas un risque à ce que l'endométriose soit de moins en moins prise en charge? Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on surfe sur la vague effectivement des directives ministérielles qui font que les fonds sont vraiment alloués à la prise en charge du soin et de la recherche dans la pathologie. Donc à nous de mettre finalement en place les moyens nécessaires à ces fonds alloués. Mais je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on a les moyens de mieux comprendre cette pathologie. À nos structures, effectivement, de suivre cette dynamique, mais je crois que c'est fait, hein, c'est le cas. Dernière question, on l'a un petit peu évoqué. La société soutient-elle les personnes affectées par cette maladie dans leur vie active, par des lois, congés de travail, absence pour école, etc. etc. C'est mieux, c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait et les patientes vous le diront mieux que moi, hein, bien sûr, mais c'est en cours. Je crois que vraiment c'est un phénomène sociétal et que aujourd'hui chacun se rend compte que aménager finalement le milieu social, le milieu professionnel d'une patiente qui souffre d'endométriose, c'est aussi augmenter finalement sa productivité, son dynamisme, parce que évidemment, elle sera dans de meilleures conditions. Merci beaucoup, Élodie Chantalard. On vous applaudit. Merci d'avoir été avec nous. Et on se retrouve dans quelques instants pour notre dernière table. Objectif univers, pourquoi l'exploration spatiale tire la science vers le haut. À tout de suite.